du tout. Bon, alors bonsoir, merci d'être là ce soir pour notre dernière rencontre de la saison. Voilà, et donc on est très très heureux de recevoir Dominique Barbier. Donc, dans le livre Une façon d'aimer, c'est vrai que Nicolas faisait remarquer que c'était un livre que j'avais lu moi tout de suite. D'ailleurs, j'avais dû le lire, tu avais dû m'amener le SP certainement pendant l'été. Je l'ai lu l'été dernier et j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé ça formidable. Je dis à Nicolas, ce livre-là, il faut qu'on arrive à faire une rencontre avec ce livre. Voilà. Donc, juste une petite parenthèse pour vous parler de la rencontre de samedi, qui n'est pas une rencontre, qui est une dédicace avec Ida, et donc qui est donc l'illustratrice de cette bande dessinée et qui parle des Kamalari. J'en avais parlé aussi à la rencontre de Claire Vezin. Donc c'est Margot qui est à l'initiative de cette animation. Donc ça sera samedi après-midi à partir entre 16h et 18h. À partir de 16h jusqu'à 19h, je pense qu'on va rester jusqu'au bout. Voilà. Et juste, tu peux dire 2 mots du sujet du livre? Les Kamalari, donc ce sont les enfants esclaves au Népal, qui est donc une pratique normalement interdite, mais qui perdure encore. Donc ce sont ces jeunes filles qui sont vendues par les familles à d'autres familles riches du Népal. Alors pourquoi vendues? Parce que problème de santé, problème d'argent, problème de tout ça, et qu'on leur fait miroiter en disant que non, elles seront payées, qu'elles seront éduquées, alors que pas du tout. Et en fait, ils les emmènent et ils les font disparaître dans la nature. Donc c'est l'histoire vraie de Urmila, qui est donc une jeune fille qui, grâce à Amnesty International, grâce à son courage, a réussi à s'en sortir et qui maintenant est ambassadrice pour les droits des enfants, des femmes au Népal. Donc c'est une BD documentaire, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est samedi après-midi, donc c'est une dédicace, une bande dessinée. Voilà. Et puis, juste pour vous annoncer la formidable rentrée du presse-papier grâce à Nicolas, merci beaucoup Nicolas. Donc, on va démarrer au mois de septembre, le 17 septembre, avec Alain Bankou, pour le dernier livre d'Alain Bankou. Puis, nous enchaînerons le 1er octobre avec Olivier Guèze. Olivier Guèze qui avait écrit La disparition de Mengele, qui était un livre qui avait eu le prix Renaudot à l'époque, qui parlait de Mengele. Voilà, bon. Et donc là, Olivier Guèze le 1er octobre et le 15 octobre, Philippe Géneda. Voilà, Philippe Géneda, vous vous rappelez qu'on avait reçu aussi, donc qui revient nous voir. Ouais. Donc on est gâtés, comme toujours. Donc on est très très content d'avoir tous ces auteurs qu'on adore et qui ravissent. Voilà. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le livre de Dominique Barberis. Une façon d'aimer, c'est l'histoire d'une femme dans les années 50. C'est la narratrice, donc c'est la nièce de cette femme qui retrouve une photo de sa tante et qui va nous raconter l'histoire de sa tante qui donc se marie, part au Cameroun dans les années 50 et qui va donc rencontrer un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse. Et donc c'est l'histoire de cet amour. Et c'est... Non, après je m'arrête. Je vais tout raconter. C'est l'histoire de cet amour, et puis c'est l'histoire du Cameroun et de Douala dans les années 50, au seuil de la décolonisation. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est un roman formidable, vraiment formidable, que je vous conseille beaucoup. Voilà. Et puis je laisse la parole à Nicolas et à Dominique. Merci. Bon, alors, je me joins à Catherine pour vous souhaiter la bienvenue. Souligner encore une fois que on est très, très flatté et très honoré que vous soyez là, parce que vous êtes quand même une des très grandes plumes de chez Gallimard, une auteure particulièrement fine et sensible. Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu, ce dernier livre a eu un très grand prix, le grand prix du roman de l'Académie française. Enfin bon, et vous en avez eu d'autres encore bien avant, peut-être vous n'avez pas déroulé tout votre palmarès, mais et donc c'est
très généreux et très agréable de vous recevoir ici, d'autant plus que quand je vous ai demandé, vous m'avez dit oui tout de suite, donc c'était vraiment, il y avait Ah ben oui, moi aucun problème. on va vite. Alors, pour vous présenter en deux mots, vous êtes, enfin, vous avez une double casquette, vous avez été universitaire, enseignante, particulièrement spécialisée, je crois, sur les questions de stylistique, et vous êtes évidemment romancière, écrivaine, essayiste, et je crois que celui-ci, donc, qui est apparu en septembre de l'année dernière, est votre 11e livre. Ouais. Donc c'est voilà, comme l'a dit Catherine, c'est un livre qui raconte une histoire d'amour. Enfin, c'est une quête d'abord. La narratrice est en quête de sa tante, de l'histoire de sa tante Madeleine et d'un épisode caché de sa vie, qui est une histoire d'amour inaboutie. Et je me suis demandé, ce sera l'objet de ma toute première question, très simplement, si ça n'inscrivait pas ce livre-là dans une lignée de romans, justement, sur des passions inabouties, comme par exemple La Princesse de Clèves, Le Lys dans la vallée, Aurélien, enfin, tous ces grands sujets. Oui, alors vous commencez très fort, hein parce que, oui, en fait, c'est un livre qui, d'une certaine manière, s'inspire de l'histoire de mes parents qui, dans les années 50, sont partis au Cameroun, à Douala, où je suis née, moi-même, très peu de temps avant l'indépendance. Donc, la ville de Douala, c'est une ville que j'inscris sur tous mes documents, née à Douala, mais que je n'ai jamais vue. Et qui, évidemment, m'a beaucoup fait rêver, parce que enfant, j'entendais mes parents en parler, bon, toujours un peu les mêmes histoires, au fur et à mesure, je suis la seule de ma famille à être née là-bas. Et au fur et à mesure que le temps passait, moi, j'avais enregistré tout ça, et j'avais toute une mythologie, comme on peut avoir autour de Douala. Donc, il y a cette matière personnelle. C'est un livre auquel je pense, pas celui-là, mais un livre qui parlerait de Douala dans ces années-là depuis très très longtemps. Et en fait, c'est la mort de mon père il y a quelques années qui a fait que j'ai senti que ce lien, qui n'existait probablement que dans ma tête, avec cette ville, devenait presque un peu douteux, puisque qui est-ce qui pouvait m'en assurer. Donc, je me suis dit, tu écris, peut-être ce serait le moment d'essayer d'arriver à faire quelque chose, ce qui était difficile, parce que je travaille beaucoup sur le paysage, et c'est vrai que quand on n'a pas eu d'expérience sensible, on n'est pas allé à Douala, je me suis posé la question d'y aller, mais y aller maintenant, Douala, c'est métamorphosé, je craignais de ne pas retrouver ma mythologie dans la ville que j'allais voir. Et j'en avais parlé d'ailleurs à un éditeur qui n'est pas le mien, qui m'avait demandé sur quoi je travaillais et qui m'avait dit oh non, n'y allez pas. Et j'avais pas très envie d'y aller. Et donc j'ai travaillé vraiment à partir de souvenirs, à partir de documents que j'ai cherchés, et ça m'a pris beaucoup de temps et ça a été difficile. Mais il est certain que derrière ça, c'était l'occasion pour moi de traiter, un sujet qui m'a toujours fascinée, puisque j'ai pas mal travaillé quand j'étais plus jeune, toute jeune, quand j'ai commencé à chercher des sujets de recherche. J'ai voulu travailler sur ces romans, un peu une spécialité française aussi, La Princesse de Clèves, Lys dans la vallée, Adolphe, Dominique de Fromentin. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Dominique de Fromentin, qui est un merveilleux livre qu'on ne lit plus beaucoup maintenant, mais comme ça, très, très mélancolique. Et c'est vrai que, il me semblait que la distance dans le temps, puisque pour nous, ces années-là, ces années 60, ce monde colonial qui finit, puisque le Cameroun, le mandat français au Cameroun, c'est pas exactement une colonie, c'est un mandat français, se termine au 1er janvier 60. Tout ça nous paraît très très loin, et je me disais qu'on pouvait y inscrire
une histoire un petit peu anachronique, ou ces histoires voilà, impossibles, qui ne se réalisent pas. Voilà. Et comme j'ai toujours été très intéressée par ça, j'ai tenté le coup. Voilà. Voilà, très bien. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse pour une chose qui est un détail, mais on peut le dire, je ne crois pas que ce soit un grand secret, c'est que tout à l'heure on parlait du livre dans la vallée donc de Balzac, et le nom que vous portez a un rapport avec Balzac, puisque je crois que... Ah oui, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui. On l'a signalé au cas où il y aurait des Balzaciens dans le... Parce que c'est le père de mon mari. Voilà, Pierre Barberis, qui était un spécialiste de Balzac, se trouve être le père de mon mari. Les beaux-parents étant divorcés avant mon mariage, et quand même, je ne l'ai pas connu. Parce que le divorce avait été difficile. Mais bon, mais c'est vrai que c'est un grand Balzacien. Et alors, avant d'entrer directement dans le texte même, j'aurais une question à vous poser, parce que je pense qu'elle intrigue beaucoup de gens ayant vu les livres qui sont sur la table. C'est que dans ce roman, au début, il y a un lien très fort et un dialogue, notamment entre deux pas sœurs, mais enfin deux cousines, voilà, et qui m'a semblé aussi avoir un lien avec le roman précédent que vous avez écrit, c'est très juste. Dimanche à Ville d'Avray, où on a deux sœurs qui se retrouvent et dont l'une confie à l'autre quelque chose. Voilà, une histoire qui a peut-être quelque chose à voir avec celle-là. Et je voulais savoir tout simplement, d'une part, quel était le lien entre ces deux livres, et aussi sur ce titre, parce qu'un dimanche à la Ville d'Avray, ça nous évoque un film que vous citez d'ailleurs à un moment, Les Dimanches de Ville d'Avray, de comment s'appelle, Bourguignon, qui était sorti en 63, et dont d'ailleurs deux choses m'ont frappé dans ce film, c'est que l'héroïne s'appelle Madeleine, qu'elle est infirmière, comme Madeleine dans votre livre Après la guerre, elle commence à être infirmière, et d'autre part, dans le livre, on rappelait tout le temps que Madeleine était la plus belle des deux sœurs et qu'on vantait toujours sa beauté. Or, le titre complet du film de Bourguignon, c'est Cybèle ou les dimanches de Ville d'Avray. Cybèle, mais Cybèle c'est Y-B-E-L, pas Cybèle. On peut jouer sur la phonétique. Alors, entre ces deux livres, alors quand j'écris, j'ai l'impression qu'il reste toujours quelque chose. On n'est jamais, on est toujours un peu habité par ce qu'on a fait, et puis j'amasse toujours beaucoup de matière. Et je pense qu'il y a toujours quelque chose du livre précédent dans le livre que je fais par la suite. C'est-à-dire que ce livre-là pose aussi au fond un petit peu la même question, puisque ce sont deux sœurs qui se retrouvent, dont la vie a un peu divergé, enfin les vies ont divergé. Il y en a une qui est parisienne, l'autre qui a fait un mariage avec un médecin qui vit à Ville d'Avray, une vie un peu tranquille, un peu bourgeoise, et un soir, finalement, elle va confier à sa sœur, c'est un soir d'été, un dimanche, aussi ça arrive sur le dimanche, c'est-à-dire ce moment où il y a toujours une espèce d'angoisse qui surgit comme ça le dimanche soir, on sent quelque chose de manière plus aiguë, je crois, le temps, et c'est un dimanche du début de l'automne, et elle va raconter une histoire qui est une rencontre. Donc, j'en avais pas fini avec la rencontre. Alors, vous évoquez le film de Serge Bourguignon. Alors, ce qui s'est passé pour ce livre, c'est qu'en fait, le titre m'est venu d'un coup. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais écrire un livre qui s'intitulera Un dimanche à Ville d'Avray. J'en ai parlé à mon éditrice, qui était alors donc quelqu'un de chez Arléa. Et elle me dit, ah oui, j'aime beaucoup ce titre. Et ça n'est qu'après avoir commencé à écrire, que je me suis souvenu que le titre me revenait du titre d'un film, de ce film que j'avais vu jeune, à 17 ans, je crois, au cinéma de mon établissement scolaire, et dont j'avais gardé quelques empreintes, enfin, voilà, une empreinte même très
probablement très forte, mais que j'avais oubliée. Et bon, le livre, le rapport, c'est le lieu, en fait. C'est aussi une histoire qui tient sur un fil et sur une forme d'inquiétude, parce que si vous vous en souvenez, alors j'ai revu le film dont j'avais oublié beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est un film inquiétant, en fait, qui bascule vers une espèce d'inquiétude qui est très beau aussi, mais qui tient vraiment sur une espèce de crête, hein, parce que la relation entre cette petite fille et ce jeune homme est assez peu dissible. Hein, voilà. Donc, il y avait ça. Alors, vous dites Madeleine. Alors, Madeleine, d'abord, c'est un prénom de l'époque. C'est la tante de la narratrice et ma grande-tante s'appelait Madeleine. C'est un prénom que je trouve beau. Je le trouve un peu mélancolique, probablement à cause de pleurer comme une Madeleine. J'ai tout de suite eu l'idée de la chanson de Brel. Ce soir, j'attends Madeleine. Donc, ce lien avec la chanson m'a confirmé dans le fait. Donc, c'est plutôt ça. Donc, ça vient certainement pas le prénom du film de Serge Bourguignon. En revanche, c'est vrai que dans Dominique de Fromentin, l'héroïne, et Dieu sait si j'ai aimé ce livre quand j'avais 15-16 ans et jusqu'à mes 20, voilà, jusqu'à ce que je fasse ma maîtrise, parce que je fais ma maîtrise sur ce livre, l'héroïne s'appelle Madeleine. Donc probablement, c'est une espèce d'agrégation de tout ça, vous voyez, c'est pas... Mais c'est vrai que dans un prénom, tout à coup, on se dit que le prénom, c'est bon. Voilà, donc j'ai commencé avec Madeleine et après, elle ne pouvait pas s'appeler autrement que Madeleine. Voilà. Eh bien, écoutez, on va rentrer dans le livre par une petite lecture, si vous voulez. Juste avant, je vous dis pour que ceux qui l'ont pas lu, pour se repérer un peu dans la structure du livre, qu'il est en fait en 3 parties. Hein. Il y a une première partie où la mémoire surgit en fait chez la narratrice, où elle commence à chercher un peu. Oui, à chercher. La deuxième partie est l'histoire de Madeleine avant son mariage, enfin jusqu'à son mariage. Ouais. Et troisième partie, en gros, c'est l'Afrique. Et Ouais. voilà. Ça, c'est simplement pour se repérer. Et je vous propose, ce qui vous fera entendre d'ailleurs ce très beau style, très pur, très émouvant, et sur lequel j'aurai des questions à vous poser ensuite. Très bien, je suis très contente qu'on parle de ça. On peut commencer vous là. Oui, non, vous c'est moi lirez mieux que moi. Et on peut s'arrêter ici, par exemple. D'accord, très bien. Donc la première page. Voilà. En faisant la vaisselle, ma mère chantait souvent la vie conjugale. Les histoires sages finissent souvent par un beau mariage et beaucoup d'enfants. Guy Béard. On avait le disque à la maison, un 45 tours. Les disques à cette époque, c'était fragile. Il fallait les manipuler avec précaution en les sortant de leur pochette pour ne pas laisser de traces de doigts. On les essuyait avec une petite brosse de velours bleu électrostatique. Malgré tout, il restait toujours de la poussière sur la piste, l'invisible poussière du temps. Je me souviens de l'odeur du plastique. Sur l'autre face, il y avait la chanson « Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre ». On l'a gardée jusqu'à ce qu'on ne puisse plus utiliser le vieux tourne-disque. On baissait doucement le bras, on avait l'impression que la pointe diamant atterrissait. La piste de la phase 2 était rayée. Ma mère m'a longtemps accusée d'en être responsable. Ça répétait en boucle. Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé, tous ont laissé leur nom gravé. Le souvenir me revient ce soir en pensant à ma tante Madeleine. Ces 2 chansons résument son histoire et peut-être, à travers elle, celle de beaucoup de femmes de sa génération, la génération de la guerre. Une histoire sage, une vie retirée et discrète, traversée d'un bref coup de folie. Une romance secrète, difficile de savoir ce qui arrive à une femme. Ce qui me frappe tout de suite dans ce début, qui est tout de suite très évocateur, parce qu'évidemment c'est le pouvoir des chansons d'évoquer tout de suite des souvenirs, une époque, etc. C'est, me semble-t-il, le rapport au temps
et à la mémoire, qui est très important dans ce livre. Et alors ça peut être aussi bien le temps figé, le temps de la mémoire, de la nostalgie, enfin bon, bref, on en parlerait. Et cette chanson ces deux chansons de Guy Béard sont particulièrement bien choisies, parce que d'abord ça dit l'époque, et puis il y a cette cérémonie du 45 tours, on voit que c'est toute une affaire de sortir le disque de sa pochette, de l'installer, hein, et le fait que le disque tourne, ça a un rapport au temps aussi, c'est-à-dire que quand le disque arrive à sa fin, c'est un peu le crépuscule de quelque chose, et quand on le remet, c'est une aube nouvelle de la musique. Et enfin, évidemment, ce que tout le monde aura noté, c'est que c'est la chanson Bach et temporelle. Bon, il est question d'un bal à un moment en ce moment, mais surtout temporelle, qui marque le rapport au temps, évidemment, et qui est peut-être aussi le contraire de éternel. Alors, quel est ce... Inscrire dans le texte, et il y en a beaucoup de chansons de l'époque, me paraissait évidemment une des options pour restituer cette atmosphère des années 50. Je le fais aussi à partir de la mode, qui était fort belle à l'époque. Et puis parce que moi, c'était, c'est des images de bonne enfance, hein, les femmes années 50 avec... ces robes à ceinture serrée, à jupe large. Et puis ces chansons aussi... il se trouve que c'est vrai, j'ai trouvé chez Guy Béard ces deux chansons qui, comme je le dis, à l'ouverture du livre, résument un peu la vie d'une femme tiraillée, la vie des femmes, et peut-être encore davantage celle de cette époque, tiraillée entre le devoir de la vie conjugale, hein, et puis... c'est ces histoires d'amour qu'évoque le bal chez Temporel, mais vous avez raison. Alors, oui, je crois que le temps est toujours le sujet. On ne peut pas écrire sur le temps, mais on écrit. Déjà, le roman joue avec le temps. Enfin, le roman a besoin du temps pour se développer. Et c'est probablement un des modes d'expression, je crois, les plus intéressants pour traiter de ce sujet. Voilà. Comment dire le passage du temps? Enfin, moi, c'est une chose qui me préoccupe beaucoup, et c'est sûr que j'aime cette chanson aussi parce que c'est un poème, et puis parce que elle a ce rapport avec le temps perdu, hein, voilà. Ce qui me rappelle, alors, j'ai donc pas mal travaillé sur des histoires d'amour, hein, et je me souviens d'un livre critique que j'avais lu, qui n'était pas d'ailleurs de la critique très théorique, mais c'était quelqu'un qui avait travaillé sur ce qu'il appelait toutes les scènes de première vue. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de difficile à faire. La rencontre amoureuse, c'est Jean Rousset. La rencontre amoureuse, et donc il prenait les scènes célèbres dans le roman, en particulier dans le roman français, où, voilà, pour la première fois, leurs yeux se rencontrèrent. Flaubert, leurs yeux se rencontrèrent. Et il disait ceci: une histoire d'amour, au fond, c'est faire vivre dans le temps l'éblouissement de la première rencontre. Et c'est dans une histoire amoureuse, il y a toujours cette espèce de tension, je crois, entre la rencontre, l'éblouissement du début, et puis la durée dans laquelle ça doit s'inscrire, ou ça s'inscrit plus difficilement, et puis le temps de la mémoire aussi. Alors, c'est vrai que j'ai toujours, dans mes romans, pratiquement tout le temps, parce que probablement je suis configurée comme ça, hein, on inscrit en fait dans les choix qu'on fait, même dans les choix temporels, hein, des structures de son psychisme profond, hein, et moi j'ai besoin du passé. Il m'est très difficile d'écrire au présent, par exemple, parce que j'ai l'impression que le présent est étroit, et je suis sidérée de voir le nombre de romans qui sont au présent maintenant, c'est-à-dire cette espèce de présent comme ça par à-coup, on progresse d'un présent à l'autre, alors qu'il me semble que dans le mouvement du passé, qui permet quand même des anticipations, parce que c'est très riche le passé, on peut anticiper l'avenir à partir du passé,
il me semble qu'il y a une manière de dire le temps qui, en tout cas moi, me convainc davantage. Et en particulier ici, dans un roman qui évoque évidemment une époque passée. Hein, voilà. D'ailleurs, pour aller dans le même sens que ce que vous dites, il y a j'ai l'impression, en plusieurs endroits, c'était le cas d'ailleurs dans le précédent aussi, comme des éclats de mémoire qui sont, par exemple, vous citez soit des chansons Madeleine Domino, Bambino, je sais pas quoi, il y a aussi des photographes. Oui, donc c'est une manière aussi de m'inscrire dans mon roman. Et des photographies, un appareil Kodak, des boîtes de petits beurre, des robes, des cravonnats, je sais pas quoi. Enfin, il y a même alors là, je me suis demandé, est-ce une synecdote ou plutôt une synecdote? Le petit jouet, la girafe Sophie, que promène toujours la petite fille qui s'appelle Sophie. C'est la partie qui désigne le tout. Et donc, ces petits éclats de mémoire, en fin de compte, produisent une émotion qui est très forte. Alors ça, c'est curieux parce que ce sont des petites choses, des petites notations, et on se dit, ah bah j'ai connu telle chanson, je me souviens de tel vêtement, et évidemment, on se mêle à tout ça, et je vous laisse le micro après, le temps historique, puisque là, vous vous rappelez évidemment des faits de l'époque, par exemple, le discours, c'est à Brazzaville, le discours de De Gaulle, oui. Brazzaville en 58, qui annonce l'indépendance annoncée du Cameroun, etc. Et finalement, la narratrice se rend compte au bout d'un moment que tout ça, elle ne l'a pas vraiment connu puisqu'elle est partie très tôt du Cameroun et que toute sa connaissance est livresque. Elle se repère sur des cartes, des livres, des lectures. Et finalement, pour écrire l'histoire d'un roman, c'est là où je voulais en venir, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'inventer. Alors dans mon cas, oui, ça a été en partie ça. C'est-à-dire que j'étais un peu piégée parce que effectivement, parler du Cameroun de cette époque à partir des documents que j'avais moi, je n'avais pas grand-chose, des petites photos, celles que je décris, qui sont vraiment minuscules et qui ne permettent pas ou très peu d'envisager la ville, en particulier d'envisager la topographie de la ville. On voit des lieux et puis ça ressemble à toutes les villes coloniales, des bâtiments blancs, des cocotiers. Il y a un petit côté. Alors il y a un petit côté fascinant et puis très dérisoire. Donc j'ai dû effectivement faire des recherches. Alors j'ai en fait articulé des éléments qui m'avaient été racontés, mais qui n'étaient pas situés dans la chronologie. Par exemple, il y avait un épisode que mes parents racontaient et auquel, dont je me souvenais. Je n'ai pas interrogé mes parents. Mon père était mort et je n'ai pas voulu dire à ma mère que je travaillais là-dessus. Et ma mère, est très âgée. Et donc, j'ai vraiment travaillé avec les souvenirs que j'avais, c'est-à-dire, j'avais emmagasiné ces récits. Et il y a notamment un épisode qui s'est passé dans un cinéma de Douala au moment des troubles, puisqu'il y avait un courant indépendantiste qui n'était pas d'accord avec les conditions de l'indépendance, avec le personnel maintenu au moment de l'indépendance, donc qui a basculé dans la marginalité, et donc il y avait des troubles, il y avait des attentats, et donc cette séance s'est passée dans un cinéma de Douala. Je ne connaissais pas le nom du cinéma, donc j'ai cherché quels pouvaient être les cinémas de Douala. Et je savais que c'était un film avec Brigitte Bardot, parce que mes parents m'avaient toujours raconté que tous les Français étaient là, ils voulaient voir Brigitte Bardot. Donc je me suis dit, quel est le film avec Brigitte Bardot qui est sorti à l'époque? Donc tout ça, j'ai construit des hypothèses. Et j'ai évoqué la scène telle que mes parents la racontaient. Ça tient en une demi-page. Et donc, j'en ai déduit que ça devait se situer, je ne sais pas, vers 59, c'est-à-dire, puisque le film est sorti dans ces eaux-là. Voilà. Donc, il y a une partie de la chronologie qui est liée au probable. Ce qui est amusant, c'est qu'après la parution du livre, j'ai reçu du courrier de gens qui avaient vécu là-bas, qui étaient jeunes, qui avaient été enfants là-bas, mais qui avaient connu davantage le Cameroun que moi,
Et même, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai reçu ce courrier ou certaines lettres bien avant que mon livre soit distingué. C'est-à-dire que j'en ai déduit que les gens qui avaient vu Douala années 60 et qui avaient connu ce pays avaient lu. Et un monsieur m'a écrit la scène du cinéma, j'avais 6 ans, j'y étais, et ce que vous dites est vrai. Or, moi, c'est vraiment un témoignage très lointain, mais bon, c'est-à-dire que voilà, des Africains sont entrés, ils étaient au fond, les gens ont pris peur, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il y a eu un moment de panique, et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé pour un certain nombre. De même, puisque, vous l'avez dit, Madeleine va rencontrer un homme qui n'est pas son mari, à Douala. Dans la chronologie, il n'y a pas de chronologie très nette des rencontres, mais comme il est administrateur à Yaoundé, qu'il vient de temps en temps, qu'on peut penser qu'il vient pour des négociations, des tractations, j'ai essayé de situer ça dans la chronologie historique que j'ai trouvée, c'est-à-dire entre voilà, la période où il y a eu un couvre-feu à Douala, je le sais, je ne sais pas quand il a commencé. Voilà, tout est un peu comme ça. J'ai essayé de faire en sorte que tout soit plausible. Hein. J'ai beaucoup travaillé aussi, alors c'est beaucoup plus anecdotique, mais ça comptait beaucoup pour moi, autour de cette petite guinguette qui s'appelle le Parallèle 4, et qui s'appelait, et qui est un bar de plage où les gens allaient, il y avait, je crois, une piscine, et puis les gens y allaient l'après-midi, et moi, ça me fascinait totalement. Je crois même que mes parents n'y allaient pas, je n'étais pas des gens qui... Mais j'avais trouvé le Parallèle 4, et les photos du Parallèle 4 que j'avais étaient des photos qui dataient d'après l'indépendance, ça continuait, etc. Or, et donc je me suis dit, ça a dû ouvrir après. En fait, non, pas du tout. Le Parallèle 4 existe depuis fort longtemps, même depuis les années 40, et les gens allaient s'y amuser. Et comme c'est un endroit où on danse, et que la danse a beaucoup d'importance dans le moment, voilà. Donc tout est comme ça. Et un monsieur qui aujourd'hui vit à Hong Kong m'a envoyé, c'est amusant de voir que le réel est revenu vers moi, il m'a envoyé des écussons lui-même, et ses parents faisaient partie du Parallèle 4, et il m'a envoyé des écussons de membres du Parallèle 4. Donc en fait, j'ai eu beaucoup d'informations trop tard. C'est-à-dire que mon roman était écrit, mais de gens qui s'y étaient reconnus. Il m'a envoyé ce monsieur, et il m'a envoyé la salle où sa mère avait accouché. Et parce que j'évoque, Sophie est née à l'hôpital de la Quintigny, et il voulait absolument qu'on soit nés, j'étais plus jeune que lui tout de même, mais dans la même salle. Il me dit, c'est sans doute là que nous sommes nés tous les deux. Et voilà, et il y a une espèce de, ça m'a beaucoup ému. Quelqu'un que je ne connais pas, qui a eu une vie complètement insensée, qui m'a envoyé le récit de sa vie, mais qui m'a écrit dans la première lettre qu'il m'a adressée, et finalement je trouve qu'il a très bien compris ce que je voulais faire. Il m'a dit, permettez-moi de vous offrir, chère madame, l'affection d'une sorte de compatriote. Et en fait, oui, je me suis dit, tu as fait tout ça, pour que quelqu'un te dise, oui, tu appartiens bien d'une certaine manière à cette ville, comme cet homme a le sentiment d'y avoir appartenu. Voilà, et il y avait donc cette dimension pour moi qui me poussait en avant pour écrire. Voilà. Et d'ailleurs, on peut aussi signaler que je crois que l'un de vos premiers titres pour ce livre n'était pas celui-là, mais était Parallèle 4. Oui, j'ai proposé Parallèle 4, qui n'a pas été retenu parce qu'on m'a dit ça ne va rien dire à personne. Évidemment, c'est parce que Douala est sous le 4e parallèle, mais il faut déjà savoir. Vous parliez tout à l'heure de cette scène dans le cinéma. Alors, on suppose que c'est Dieu créé à la femme, peut-être. Oui, voilà, c'est ce que j'ai supposé. Alors, un autre monsieur qui m'a écrit m'a dit que ça ne pouvait pas être ce film-là, que c'en était un autre. Enfin, bon. Jetons la voile pudique sur tous ces débats. Ça pourrait être celui-là. En tout cas, pourrait être celui-là. Moi, ça m'arrange. Mais oui, voilà, mais moi aussi, ça m'arrange. Parce que Madeleine, vous
parliez d'elle, mais elle est aussi, d'une certaine façon, caractéristique de certaines femmes de cette époque, oui. parce qu'elle elle reste coincée, c'est une femme des années 50, mais qui va rester coincée un peu dans cet âge de sa jeunesse, oui. et elle n'est pas du tout, elle est justement à la limite, elle est sur le parallèle, là pour le coup, justement de figures féminines comme Bardot, comme François Sagan, ou je sais pas quoi, qui explosent à l'époque, justement, particulièrement Bardot dans ce film. Et alors par exemple, ça se voit beaucoup dans ses lectures, elle aime beaucoup Mauriac, elle aime beaucoup Troyat, enfin, elle lit des choses comme ça. Elle lit les romans de l'époque, elle lit aussi Poussière de Rosamond Lehmann. Ah bah justement, j'avais besoin de parler de ça. Et alors, son mari la tracasse toujours en chantant Madeleine, la chanson de Jacques Brel. Et alors, je me suis demandé si c'était un peu en partie pour ça que vous aviez choisi ce prénom, parce que Madeleine, en fait, c'est l'histoire un garçon qui attend une fille. C'est l'histoire de l'attente. Oui, bien sûr. Oui, ça m'arrangeait beaucoup. Infini, quoi, et quelqu'un qui n'arrive rien. Et Madeleine est comme ça. Et Madeleine, voilà, elle est dans l'attente, d'autant plus que dans le livre, Madeleine, c'est l'attente. C'est l'attente. Vous avez les jeux de mots, hein. Madeleine, l'attente, Madeleine, l'attente. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, Madeleine est la tante de la narratrice, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un personnage de l'attente, un personnage qui attend. Et c'est un personnage qu'on attend aussi, puisque finalement, c'est une femme timide, assez froide. Et c'est pourquoi j'ai choisi, parmi les femmes de l'époque, les actrices, quelqu'un comme Michèle Morgan, qui représente une beauté froide. Mais c'est pas du tout une femme hautaine, elle est timide, elle vient d'un milieu assez modeste, et au fond, Madeleine est toujours déplacée partout où elle est, dans son lieu d'origine. Elle vient d'une famille de maraîchers dans la région nantaise. Alors elle est déplacée parce que sa mère elle a une enfance pas très facile, elle a une enfance pendant la guerre aussi, c'est la génération de la guerre. On voit très bien que lorsque, après-guerre, ça s'ouvre un peu, ses amis, elle a une bande d'amis, mais ses amis vont se marier l'une après l'autre, et Madeleine ne se marie pas. Elle semble au contraire avoir une relation avec les hommes de méfiance. Elle est infirmière, un jeune médecin, un jour lui propose un café, elle refuse, elle demande à changer de service, elle est très distante. Elle se décide à se marier tout à coup avec quelqu'un qu'on lui présente, cet homme qui va l'emmener parce qu'il a trouvé du travail à Douala, qui l'emmène à Douala. Et en fait, et puis elle va tout à coup rencontrer cet homme pour lequel on sent que, enfin, tout à coup, il y a une espèce de mouvement profond vers cet homme, mais elle est mariée, lui est marié, on peut supposer que c'est un homme à femme. Donc voilà, peut-être qu'elle anticipe aussi une relation qui de toute façon sera de courte durée. En tout état de cause, elle reste à distance, à Douala, au bal, quand elle va dans des... Personne ne sait quoi lui dire, elle reste au bord de la piste. J'aime bien cette image d'une femme qui reste au bord de la piste et dont la timidité, le secret reste préservé. Et vous faites d'ailleurs plusieurs allusions à des poèmes dans ce livre, oui. et notamment un poème de Verlaine qui me semble la définir très bien. C'est le fameux poème « Le ciel est par-dessus les toits », dont vous faites une citation. Et vous ne citez pas la suite, qui là est vraiment on imagine que Madeleine a pu se dire ça, c'est « Qu'as-tu fait au toit ?» De ta jeunesse. Voilà. Pleurant sans cesse, dis-moi, qu'as-tu fait de ta jeunesse?
Alors, Non. Madeleine n'est pas une femme très cultivée, donc les poèmes, je ne sais plus à quel propos je cite le poème, mais c'est vrai que en se transportant, puisqu'on va accompagner Madeleine jusqu'à la fin de sa vie, en réalité, on peut se demander si, on peut se demander si elle a vécu dans le regret, si elle s'est dit qu'as-tu fait de ta jeunesse, c'est vrai. On peut se demander, mais vous citez une partie du poème que je ne cite pas. Oui, oui, parce que on y pense quand même. C'est comme si bien on sûr, bien sûr. nous donnait une piste et qu'on suppose. Bien sûr, mais c'est le cas des chansons aussi. Citer même le début d'une chanson, ça convoque au fond toute la chanson. Oui, je suis d'accord. Ouais. Bien sûr. Enfin, bon, là, je passe rapidement sur cette question, mais je voulais simplement signaler que tous ces éclats de passé, ces photos, ces souvenirs, etc., finalement, c'est ce qui fait surgir le roman, et c'est ce qui fait surgir d'un passé qu'on pensait perdu des personnages qui sont un peu comme des spectres. Et je suis désolé, je vais encore faire taquiner les prénoms, mais enfin, cette histoire, c'est quand même la recherche du temps perdu, c'est quand même Proust, le grand inventeur de ça. Le fait d'écrire fait ressurgir un passé qui avait disparu, quoi, finalement. Oui. Et ça apporte de l'eau à mon moulin, puisqu'elle s'appelle Madeleine Proust. Madeleine, enfin, je ne sais pas si vous avez... Non, ça n'a pas vraiment, mais ce que vous dites, oui, dès qu'on écrit sur la mémoire, voilà, c'est pourquoi le titre de Proust est à cette dimension. Est-ce qu'on peut dire que Madeleine en Afrique, elle est dans un pays où elle est finalement étrangère à elle-même et où tout lui semble hostile, aussi bien du point de vue du climat que des mœurs des gens. Elle est comme hors du monde en quelque sorte. Oui, alors évidemment, c'est une femme qui vient de la région nantaise, où il fait doux, où le climat est un peu pluvieux, souvent pluvieux, un peu gris, et elle se trouve transportée dans la région des pluies équatoriales. Hein, voilà, le climat est très violent, très éprouvant, extrêmement chaud, moite, avec des pluies énormes. Il paraît que quand on ouvre la porte de l'avion, tout de suite, cette odeur de terre chaude, cette espèce de climat de serre vous saute à la figure. Et évidemment, pour elle, c'est un bouleversement total. Il faut imaginer ce qu'était l'Afrique aussi dans ces années-là. Et elle est déplacée. Au sens où, elle se trouve seule, elle a son mari, sa fille, elle a du mal à s'insérer à la communauté des Blancs, qui mènent leur vie, qui ont leur petite querelle, ce sont ces petits milieux où on cancane beaucoup et où elle se sent étrangère, elle n'est pas très à l'aise. Elle est, comme tous les Blancs qui arrivent, elle va être servie, elle va avoir un boy. Elle n'a pas du tout cette habitude, et même le boy prend un peu le pas sur elle, c'est-à-dire il lui laisse entendre que la personne d'avant était beaucoup mieux qu'elle, que les enfants étaient mieux tenus, qu'elle faisait de la cuisine, enfin bon, et donc elle est très mal à l'aise partout. Donc on peut imaginer aussi que dans cette espèce de bouleversement de toute sa sensibilité, elle est à des années-lumière du monde dans lequel elle a vécu, elle vit ses premières années de femme mariée, elle est un peu seule, raccrochée à sa petite fille, une rencontre en dehors comme ça qui glisse vers quelque chose et quelque chose qui vient aussi de ce déplacement. Et vous parliez de ce malaise qui d'ailleurs évoque un peu, je trouve, vous parliez de Michel Morand, un tout petit peu l'atmosphère du début des Orgueilleux. Peut-être. Cette atmosphère lourde, suivante, etc. Et alors, j'aimerais vous interroger sur la signification, enfin sur la récurrence de la poussière, parce qu'elle lit toujours un de ses livres préférés qui s'appelle Poussière, qui est d'un certain et son boy passe son temps à balayer de la poussière, mais au lieu de balayer la poussière qui est dans la maison,
il balaye la poussière qui est dehors, donc il fait la chose à l'envers en quelque sorte. Elle-même, elle constate qu'il y a de la poussière partout, il y en a dans les robinets. Ouais, c'est la poussière rouge qu'on appelle la latérite. Oui. Voilà, c'est ça. Alors que dans le même temps, elle chante à sa fille, enfin qui est un bébé, la petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Alors il y a une chanson d'époque. Oui, alors poussière, bah oui, enfin voilà, moi je n'ai jamais lu Poussière de Rosamund Lehmann, simplement il était dans la bibliothèque de mes parents et je trouvais le titre mais absolument magnifique. Il faut oser appeler un roman Poussière, mais évidemment c'est toute la poussière. Enfin voilà, ça peut être lié à l'Afrique, on imagine la poussière des pistes. C'est lié aussi à ce qui reste, la poussière. Et donc, j'ai utilisé ce titre parce que je le trouvais très beau et puis je le trouvais aussi symbolique. C'est-à-dire que quand on écrit, me semble-t-il, c'est tout un monde intérieur en fait qui se met en marche, en fait, qui circule. C'est un monde des profondeurs en réalité. Et on voit revenir des choses qu'on a vues, des choses dont on se souvient, et puis on les agence comme ça, et on les agence avec l'intuition que ça a du sens, que ça va, voilà. Et donc ce livre-là, Poussière, je me dis tiens, mais quand j'ai trouvé ce titre, qui faisait partie aussi des romans qu'on pouvait avoir à l'époque, donc il était plausible, il collait avec mon personnage, il collait avec... il colle aussi avec ce que je voulais dire aussi de l'Afrique, puisque cette Afrique des années... qui précède les années 60, elle est racontée bien plus tard par quelqu'un pour qui elle existe à peine, et tout est mort, et tout est fini, les gens qui étaient là sont morts, donc c'est de la poussière, c'est aussi, bon, on va pas dévoiler la fin du livre, mais c'est aussi une espèce de tombeau symbolique, hein, et voilà, et je trouvais que ça collait bien, et c'est sans doute pour ça, c'est vrai, on m'a souvent posé des questions, mais pourquoi Poussière de Rosamund Lehmann? Vous aimez particulièrement Poussière de Rosamund Lehmann? Et non, je n'ai pas lu Poussière mais je me suis contentée de lire le titre et de me dire que c'était, enfin pour moi, un titre magnifique. Oui. J'aimerais revenir sur une scène qui m'a beaucoup intrigué, je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. C'est juste avant qu'ils partent en Afrique, son mari, enfin celui qui va devenir son mari, à un moment ils sortent, ils vont un soir dans un restaurant, tout semble a priori bien se passer, et puis il essaie de lui prendre la main, d'avoir un geste d'affection comme ça, et d'un seul coup, inexplicablement, elle retire sa main, elle se raidit, et on a l'impression que tout en elle se révolte contre la perspective de la vie qu'elle va avoir avec lui. Et alors d'autant plus qu'à la fin de la scène, il lui offre un solitaire. Alors il va se fiancer avec elle. Oui. Ce que voulait dire cette scène, si c'était un moment, justement comme dans la vie, il y a des moments où on hésite entre deux chemins. Et puis, Oui, alors le roman c'est un peu une enquête. J'ai choisi d'ailleurs un point de vue finalement assez extérieur, parce que quand on écrit, on se pose toujours la question de quel point de vue on va raconter. J'ai beaucoup tâtonné et je me suis arrêtée à ce point de vue d'une nièce. C'est pas la fille. Donc la nièce, pour elle, cette tante la fascinait un peu parce que l'histoire, son histoire par rapport à l'Afrique, c'est pas dans la tradition familiale, donc il y avait quelque chose d'un peu, parce qu'elle était très élégante, parce qu'il y avait quelque chose, parce qu'elle est aussi très réservée, et Madeleine n'est jamais éclairée en réalité, donc vous dites je comprends pas la scène, mais moi non plus je la comprends pas, enfin je la comprends très bien au sens où tout le roman va tourner autour de Madeleine sans qu'on sache exactement par qui elle est touchée, jusqu'à quel point elle est touchée. C'est une femme qui garde son mystère en réalité, et c'est vrai que dans cette scène on peut lire un certain nombre de choses, c'est-à-dire effectivement c'est un soir, c'est au moment de leur fiançailles, où lui qui est très amoureux d'elle l'emmène comme ça dans une guinguette au bord de la Loire,
et tout à coup, Madeleine s'assombrit. Et effectivement, il tente plusieurs gestes d'affection, elle se rétracte, elle boutonne son gilet, et voilà, et rien ne pourra la dérider, il va la ramener, et tout à coup, on a l'impression de quelqu'un qui, je sais pas, qui frissonne, qui n'est pas heureux, voilà, mais on la laisse. Alors, il y a des hypothèses. Hein. C'est une jeune femme, toute jeune d'ailleurs, et c'est une des pistes qui est donnée parce que, en fait, ce jeune homme, Guy, qui va l'épouser, il lui est présenté par quelqu'un, par un cousin à elle, qui lui est missionnaire, qui va partir en Afrique comme missionnaire, et elle se décide comme ça à l'épouser. Elle a 25 ans. C'était l'âge où, à l'époque, on coiffait Sainte-Catherine, c'est-à-dire une espèce de barre dans le temps, et on peut se dire, pourquoi est-ce que Madeleine se décide? Probablement, ce jeune homme lui paraît bien, peut-être la recommandation implicite que lui fait ce cousin va jouer, peut-être qu'elle est anxieuse face à sa vie, son âge, et puis c'est le soir, cette scène, elle a lieu le soir, au moment où la lumière tombe. On peut se dire aussi qu'il y a tout à coup, comme ça peut vous tomber dessus, une espèce d'angoisse devant la vie qui s'ouvre, devant ce temps inconnu, devant ce voyage inconnu, puisqu'ils vont partir par bateau, voilà, un bateau qui s'appelle le Mangin, ils vont descendre. Tout ça, c'est l'inconnu pour une jeune femme. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas de relation très facile avec sa mère, et qui ne confie ça à personne. Et peut-être que c'est simplement ça aussi. Mais voilà, le texte ne répond pas, et c'est au lecteur peut-être à se faire une idée. Il y a aussi une chose très intéressante, c'est que la narratrice, parfois, enfin, ce qu'elle raconte de sa tante a l'air de se mêler à sa propre histoire, à elle. Par exemple, il y a un instant où elle glisse sur un mot, si on veut, qui est le mot colonie, parce que ça se passe dans les années 70, elle voit des enfants qui partent en colonie, et ça la ramène à les colonies, évidemment, les territoires des années 50 de sa tante. Et on se demande si, en fin de compte, cette enquête qu'elle mène sur sa tante pour essayer de découvrir cette histoire, si c'est pas une façon aussi pour elle d'écrire, peut-être inconsciemment, quelque chose qu'elle connaît déjà, parce que cette situation, peut-être, elle l'a déjà vécue. Alors, vous parlez de quelque chose à quoi je suis assez attachée, enfin, à quoi je crois, c'est effectivement la narratrice qui fait l'enquête, elle est un peu contaminée par cette histoire, ou en tout cas, elle invente ce qu'elle ne sait pas. Et on le voit, il y a beaucoup de scènes où, en fait, le point de vue extérieur n'est plus tenu en réalité, puisque lorsqu'elle évoque le bal où Madeleine est invitée à danser par cet homme, Yves Prigent, elle raconte tout à coup, enfin, elle fantasme, c'est-à-dire qu'elle évoque ce que lui dit Yves Prigent. C'est très très bref, mais ce qu'il chantonne en dansant, il est évident qu'elle ne peut pas le savoir. Elle sait certaines choses parce qu'on peut penser que sa propre mère, la sœur de Madeleine, a peut-être eu quelques confidences, mais il est à peu près sûr que Madeleine ne s'est pas beaucoup étalée. Et donc, effectivement, toute cette histoire, elle la rêve. Hein. Mais je crois aussi que, en tout cas ça a été mon cas, que les histoires d'amour qu'on lit ou qu'on nous raconte nous contaminent, et que c'est cette espèce de rêve amoureux, il est comme ça transporté par les récits, par la littérature. Hein. C'est la phrase de La Rochefoucauld, hein, il y a des gens qui ne seraient jamais amoureux s'ils n'avaient pas entendu parler de l'amour. Et je crois que c'est assez vrai. Mais là, c'est vrai que, en fait, on peut penser que la narratrice, elle écrit une espèce d'histoire d'amour mythologique. Parce que pour moi, ce bal, cette rencontre au bal, pour moi, c'est la mythologie pure.
Alors voilà, je suis assez durassienne, hein, c'est-à-dire on peut rencontrer l'homme aimé qu'à un bal. Hein, et voilà, et donc les années 60, il y avait encore des bals. Et voilà, mais c'est du mythe, c'est un amour mythique. Et effectivement, elle l'invente, elle le magnifie, comme elle va plus ou moins en tricotant reconstruire le reste. Je peux vous interrompre un instant parce que justement je voulais venir à cette histoire de bal et comme vous en parlez c'était formidable parce que en le lisant justement j'ai pensé à cette atmosphère duracienne qui m'a évoqué à la fois le India Song et peut-être le ravissement de l'Oldesheim, enfin des choses comme ça. Oui, alors oui, je suis une lectrice de Duras, hein, mais bon, il y a quelque chose, oui, pour moi, de mythologique et c'est vrai que, voilà, je crois que je voulais faire ma scène de bal. Hein, c'était une espèce de défi. Je me suis jeté plusieurs défis quand même dans ce livre, avec l'idée d'ailleurs que je le faisais pour rien, que ça n'intéresse absolument personne, les années 60, une histoire dans laquelle rien ne se passe, une femme qui ne parle pas, et puis un monde... mais oui, voilà, je voulais réussir à faire cette scène de bal. Elle n'est pas très longue, mais elle comptait, oui, beaucoup pour moi. Et, toutes ces photos qu'elle cherche à déchiffrer comme on cherche quelque chose qui est codé, un secret qu'il faut percer. En fin de compte, elle a une très belle expression. Elle dit une photo c'est comme une soirée elle parle de cette soirée de spectre et elle dit qu'elle a l'impression d'être de l'autre côté du temps. Qu'elle est de l'autre côté du temps de la photo. Et vous parlez d'ailleurs à un moment aussi je saute un peu du coq à l'âne, mais d'un film de l'époque avec Audrey Hepburn qui s'appelle Au risque de se perdre. Et ce frisson, cette tentation, disons, cette petit déséquilibre qu'elle a dans sa vie, est-ce que ça n'est pas ça finalement qui est grisant pour elle, c'est le risque de se perdre dans une vie où tout est... Voilà, où tout est... Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est déjà un peu le sujet de mon précédent roman. Alors, ce film, oui, bien sûr. Alors là, vraiment, il est pour beaucoup aussi, d'une certaine manière, dans l'écriture de ce roman. C'est parce que c'est un film qui se passe en Afrique, qui se passe au Congo, qui a été écrit par une Belge. C'est l'adaptation non pas d'un roman, je pense, d'un récit écrit par une religieuse belge qui va finir par sortir, qui est envoyée au Congo et qui va finir par d'ailleurs quitter le couvent. Alors elle est jouée par Audrey Hepburn et elle ne part pas d'ailleurs pour ça, mais il y a la possibilité d'une rencontre à peine esquissée avec le médecin du dispensaire qui va lui diagnostiquer une tuberculose. Et d'abord pour moi c'est un film que j'ai vu qui me donnait les premières images de l'Afrique et puis évidemment dans cette espèce d'histoire il y avait quelque chose, et puis le titre surtout, que je trouve très très beau. Évidemment, à sonne avec ces rencontres qui correspondent toujours à ce risque-là, cette espèce de griserie, voilà, de se perdre. On parlait tout à l'heure, par exemple, dans la princesse de Clèves, par exemple, ce ne sont pas des personnages qui n'aiment pas, mais qui se retiennent, soit par devoir, soit par crainte d'aller plus loin. Quoi. Oui, bien sûr. Et on peut interpréter de toutes sortes de manières, d'ailleurs, l'attitude de Madeleine. On peut la voir comme une attitude de peur, de fidélité à la morale, qui est celle de l'époque. Voilà. Il y a un médecin, d'ailleurs, qui dit... qui s'appelle le docteur Ambrière, oui. Qui dit ici, en parlant d'Afrique, ici on apprend la patience et le fatalisme.
Oui, c'est ça. Et mais ça peut être aussi, donc on peut faire cette lecture-là du personnage, dire bon, finalement c'est une épouse bien convenable, elle va avoir une vague tentation, un homme se tourne vers elle, mais elle va rester dans les bornes du mariage, confortablement, etc. On peut aussi voir ça différemment. Évidemment, moi, c'est plutôt comme ça que je vois Madeleine, mais on peut voir ça comme un renoncement. C'est-à-dire comme cette idée posée que de toute façon, rien ne sera à la hauteur de l'éblouissement, et donc ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin. Et bon, je vous avouerai que moi, je suis assez fascinée par cette idée voilà, cette idée du renoncement, hein, qu'on trouve d'ailleurs aussi chez Duras. Hein. Nous n'avons pas besoin de ça. J'ai toujours trouvé ça très très beau. Alors bon, après, moi j'inscris dans le livre ma mythologie. Hein. Oui, Après, ce que vous dites a un rapport avec le titre du livre. oui, C'est-à-dire, oui, bien sûr. Oui, alors qui n'a pas été trouvé tout de suite. Mais c'est vrai que quand j'ai trouvé cette phrase qui dit que le silence est une façon d'aimer, on peut penser que Madeleine aime dans le silence, qu'elle ne dira jamais qu'elle aime et qu'elle va aimer aussi peut-être toute sa vie dans le silence. Oui, exactement. il y a encore une petite chose qui m'a intrigué, c'est peut-être un détail du récit, mais alors je me demandais ce que ça voulait dire. C'est quand elle est chez elle, dans sa maison en Afrique, au Cameroun, il y a quelque chose qui se passe, bon, parce qu'il y a beaucoup de volatiles, enfin bref, et notamment le soir, il y a des papillons noirs qui viennent se poser sur les murs, papillons qui l'effraient beaucoup d'ailleurs. Bon, moi, je me demande s'il va pas aller chercher le fusil pour essayer de les chasser, et ces papillons, plus on avance dans le récit, plus ils deviennent menaçants, surtout au moment des émeutes précédant l'indépendance. Et alors, je me demandais ce que ça signifiait, et surtout par le fait que ces papillons ont une caractéristique, c'est qu'ils viennent toujours d'une façon tout à fait obstinée au même endroit, se cogner contre les mêmes murs. Et elle, sentimentalement, elle est peut-être un peu dans la même situation de dire ça. Oui, oui, bon, en fait, j'écris beaucoup sur la nuit en réalité, et quand je me suis posé la question justement de restituer l'Afrique, alors, je suis quand même allée en Afrique parce que mon père y a travaillé quand j'avais 14 ou 15 ans, mais il a travaillé au Mali, qui n'est pas du tout la même Afrique, l'Afrique subsaharienne, sèche, etc. On n'y allait pas beaucoup parce que moi j'étais à l'école en France, on allait aux vacances, mais j'ai quand même une expérience de l'Afrique 14-15 ans après. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose en Afrique, qu'elle soit sèche ou humide, c'est la tombée de la nuit. C'est la tombée de la nuit avec les bruits, c'est cette espèce de présence vibrante comme ça autour des maisons, pas beaucoup d'éclairage, et puis les ombres des bestioles, des moustiques, des papillons, tout ça. Et c'était aussi de ça que je voulais parler, parce que tout ça constitue une part de l'inquiétude de Madeleine, une part du climat dans lequel elle va développer cette espèce de sentiment qui lui fait peur. Et peut-être aussi enfin, je suis assez sensible évidemment à toutes ces petites bestioles qui tournent sous les abat-jours, qui se heurtent aux parois, qui ont l'air totalement perdus, qui sont quasi aveugles, et qui, très souvent, dans un certain nombre de textes que j'ai écrits, finissent par porter une partie de l'angoisse qui est celle de la nuit, et de l'angoisse des gens qui ne savent pas trop comment se sortir du monde. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de... On peut s'identifier un petit peu à ça. Ouais. Il y a d'ailleurs un titre qui m'est toujours resté dans la tête, de romans de cette époque, qui était dans la bibliothèque de mes parents. C'est un roman de Gilbert Cesbron qui s'intitule Une abeille contre la vitre. Et cette abeille contre la vitre, enfin, ce titre me paraît assez symbolique, je ne sais pas trop de quoi parle le roman, mais de cette manière dont on peut être comme ça face à des problèmes qu'on a dans la vie. Voilà, on se heurte à des vitres. Ouais, on peut dire que Madeleine est un peu comme ça, c'est vrai.
On va s'acheminer tranquillement vers la Vers fin, la mais deux petits détails que j'ai relevés sur la fin du livre, je dévoile rien d'intrigue, là c'est simplement c'est qu'à un moment, il est question enfin, elle retrouve un petit film Super 8 muet, et qui est abîmé un peu par le temps, et Il n'a pas été tourné en Afrique. Hein, non, voilà. mais voilà, je me demandais le rôle un peu de ce film, parce que finalement c'est de la mémoire, on voit les gens bouger, c'est de la mémoire vivante, mais c'est de la mémoire muette, Ouais, dans le bien sûr. silence, contrairement par exemple aux chansons du début qui étaient la mémoire purement auditive. Voilà. Et... oui, j'utilise beaucoup de matériaux qui... oui, alors ce sont des films, mais qui évoquent les enfants, que sont la fille de Madeleine et sa nièce, et celle qui va raconter l'histoire, qui se souviennent aussi de leur enfance, parce que finalement, la première expérience que la nièce a eue de sa tante, c'est pendant ses vacances chez la grand-mère, qui joue aussi un rôle important. C'est quand même toute une partie dans la région nantaise qui va évoquer une enfance ou des enfances dans les années 60, et puis, donc il y a ce temps-là aussi qui est récupéré par ce film. Il faut penser à quelque chose. Oui, parce que l'histoire des papillons, ça me rappelle la grand-mère qui disait toujours à sa fille, enfin à ses filles, parce que la grand-mère était très truculente, elle conseille toujours aux filles, surtout ne vous mariez pas, vous encombrez pas de mari, etc. Enfin ouais. Et lui dit, mais tu verras, quoi que tu fasses, toi aussi un jour tu seras pris dans les filets. Ouais. Tu vas tomber dans les filets, comme les papillons font. Oui, c'est ça. Donc on peut effectivement relier ça à la même chose. C'est vrai que la grand-mère, elle est pas. On peut pas dire qu'elle a poussé sa fille au mariage. Au contraire, elle a une espèce de philosophie qui consiste à dire restons libres. Le mariage est une loterie. Voilà, on tombe sur un bon ou un mauvais numéro et on n'y peut rien. Et effectivement, à un moment, j'évoque ce que pouvait être l'éducation des femmes à cette époque-là, qui était un petit peu, on leur disait pas grand-chose, mais en revanche, elles étaient confrontées à un discours qui, dans le cas de Madeleine, n'était pas du tout un discours marie-toi, il est urgent que tu te maries, mais qui est une espèce de discours fataliste. Hein, qui est la vie est comme ça, de toute façon, voilà. Oui, quelle est la formule que vous citez? Oui, toi aussi tu seras prise dans les filets. Oui, c'est ça. Je ne sais plus quelle est la formule exacte que j'utilise, mais bon, des formules que j'entendais. Hein, voilà, tu n'échapperas pas au mailles du filet, ce qui est de bon sens, hein, parce qu'au fond, personne n'échappe aux mailles du filet, hein, d'une certaine manière, quand on réfléchit. Et alors, une toute dernière question sur je crois que ça s'appelle le décipit, d'ailleurs, c'est les tout derniers mots d'un texte, et là, les deux derniers mots, elle finit de raconter son histoire, donc, et les deux derniers mots, c'est en souvenir. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'elle reçoit en souvenir. Ouais. Ouais. Et en souvenir, je me suis dit, mais ces deux mots-là, en quelque sorte, signent aussi le livre. C'est un livre qui est en souvenir, et je pense qu'il rejoint, enfin, je vous pose la question, qu'il rejoint aussi la dédicace qui est au début, la dédicace à votre père, et c'est un livre en souvenir. Et une chose m'a beaucoup intrigué d'ailleurs, c'est que vous avez participé à une émission sur France Culture où à la fin on vous demandait de choisir une chanson. On vous demandait de choisir sans vous dire le titre bien sûr, enfin, entre une chanson africaine et une chanson qui parlait de Nantes. Alors, j'ai supposé que c'était Nantes de Barbara, et alors j'ai été surpris que vous ne fassiez pas ce choix-là, parce que Nantes, c'est la chanson de la mort du père, quoi. C'était exactement. Oui, exactement, c'est vrai. Ben, ils m'ont un peu poussé à prendre une chanson africaine, la chanson africaine. Oui, parce que Nantes, enfin, bon, c'est vrai que Barbara
essentialiser Nantes là-dedans. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est une chanson sur... Ouais, une très belle chanson d'ailleurs. Voilà, exactement, il y a une partie du roman qui se passe à Nantes. Oui, vous avez raison, c'est très fin, enfin c'est très subtil. Effectivement, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais c'est vrai que le dernier mot, c'est le mot souvenir, et que c'est un livre en souvenir, sur le souvenir. Mais ça montre aussi que, je reviens à ce qu'on fait quand on écrit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les statistiques, les mots qui reviennent. Et en fait, il y a des mots qui reviennent, qui sont les mots qui comptent pour soi, quoi. Et je me souviens d'une étude que j'avais lue qui m'avait beaucoup intéressée sur Chateaubriand. J'adore Chateaubriand. Et qui disait que les plus belles phrases de Chateaubriand comportaient les mots éternel et éternité. Dans les mémoires d'outre-tombe. Et c'est-à-dire que quand il parle de l'éternité, il y va, quoi. C'est du grand style. Et le dernier mot des mémoires d'outre-tombe, c'est dans l'éternité. Donc ça veut dire que voilà, dans le dernier mot, quelquefois on met ce qu'on a de plus profond, ou en tout cas la recherche qui est la plus essentielle. Voilà, et c'est probablement sans le savoir ce que j'ai fait et que vous me faites découvrir. Merci. C'est moi qui vous remercie et qui vous applaudit pour cette belle rencontre. Et si vous voulez, on peut garder un peu de temps pour les gens qui voudraient soit vous parler un peu avec vous, ou signer un livre, ou boire un verre. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.